37. Non, ce n'est pas le nombre de matchs sans but d'Aminarit en Ligue 1 cette saison, c'est le nombre de joueurs professionnels que compte le club qui a connu l'année la plus bizarre et en même temps la plus remplie d'émotions. Après avoir frôlé la catastrophe en se rapprochant dangereusement de la zone rouge, synonyme de Ligue 2, les Lyonnais de John Textor ont enfin décidé de se mettre au travail. Que ce soit grâce à la nomination de Pierre Sage en tant que coach, le réveil des titulaires de l'effectif, le changement de statut de certains indésirables ou bien même l'immense mercato qui a redynamisé l'équipe, tout a été mis en place pour remettre sur les bons rails un club qui a trop déçu ces dernières années. À la surprise générale, le retour en force des Lyonnais a tellement été appuyé par la faiblesse accablante des rivaux que les Gones se sont qualifiés pour l'Europa League. Ils ont obtenu une qualification qui change les plans et qui conforte un peu plus certains bons choix de la direction, comme la nomination du coach, entre autres. Pour autant, tous en interne savaient que l'effectif devait toujours être transformé. L'hiver dernier, tu as déjà commencé en rajoutant 7 joueurs à ton effectif, mais le projet, les changements nécessaires pour que l'OL redevienne compétitif sur une saison complète sont encore nombreux. Comparé à l'hiver, cette fois la stratégie est différente puisque la DNCG est beaucoup plus compréhensive, ce qui signifie moins de restrictions sur le marché. Si l'année dernière les ventes avaient permis d'investir en hiver, cette fois, la direction lyonnaise décide de d'abord investir avant de commencer le ménage. C'est comme ça que les options d'achat d'Ernest Nuama, Aurel Mangala, Maba Baldé, Tchaleta Tsar et Saïd Benrama sont levées. Dans le lot, aucun n'a réellement convaincu, en tout cas totalement. Chacun a montré des failles plus ou moins grosses, mais tous auront eu un impact positif sur la seconde partie de saison. Rien qu'avec ces levées, les dépenses sont déjà importantes et font de l'Olympique Lyonnais un des rares à dépenser gros en Ligue 1, voire même en Europe. La direction continue de renforcer l'effectif en officialisant la signature d'Abner, le latéral gauche brésilien venu renforcer un poste délaissé depuis quelques temps, mais surtout, ils réussissent le coup du mercato en interceptant Miko Tadze juste avant qu'il ne signe avec Monaco. L'ancien attaquant des Gones, délaissé par l'Ajax, avait profité d'un prêt à Metz pour se relancer, et en seulement 6 mois, il a réussi à redevenir une des hypes du championnat, avant de profiter de l'Euro pour exploser aux yeux du monde. Si les imbéciles d'Amsterdam n'ont pas compris qu'ils avaient là un joueur intéressant, la Ligue 1 l'a compris depuis quelques temps, et pas mal de clubs ont profité de sa situation compliquée aux Pays-Bas pour tenter leur chance. En le rachetant, Metz a vraiment fait un joli coup, mais ça n'aura pas permis de sauver le club d'une descente. Le Géorgien était donc de nouveau une opportunité de marché que les Lyonnais ont mis un peu de temps à saisir. Pour environ 18 millions, David Friot et ses collègues ont réussi l'un des gros coups du mercato. Georges retrouve son club d'antan et l'équipe connaît le nom du successeur de Lacazette. Un super coup sportif et surtout financier, totalement contrebalancé par l'énorme dépense effectuée sur Moussa Niakate. Le défenseur franco-sénégalais coincé dans une situation compliquée à Nottingham où il n'aura pas vraiment impressionné, est devenu le plus gros transfert de l'histoire du club rhodani. Et si on pourrait se dire que c'est assez bizarre d'avoir autant investi sur un défenseur, sur un joueur de son calibre, eh bien personne n'est dupe. Que ce soit pour alléger les dépenses liées au transfert d'Aurel Mangala, ou pour aider un club qui a failli se faire détruire par le PSR, l'organisme de contrôle financier de la Première Ligue, il est certain que ce transfert n'a pas uniquement un intérêt sportif. On l'a vu à de nombreuses reprises comme lors de l'arrivée de Nuama, John Textor est prêt à tout pour contourner les règles, et c'est une bonne chose autant qu'une mauvaise. Si au début j'ai parlé de l'OL de Textor, ce n'est pas vraiment une réalité. L'OL n'est pas son club. L'OL, c'est l'une des propriétés de sa galaxie, comprenant d'autres équipes, et c'est important de le prendre en compte. Aujourd'hui, chaque décision liée à un club impacte forcément les autres. Certains joueurs sont même achetés par un club pour renforcer un autre, et cela demande une gymnastique mentale importante pour tout bien comprendre. Ernest Nuama n'était que le premier gros transfert, un autre est déjà en place avec Thiago Almada, milieu offensif argentin dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne, mais qui pour le moment n'est pas le sujet principal. Ce genre de transfert peut paraître problématique et si certaines questions peuvent se poser pour les supporters de clubs adverses, personnellement je pense que si aucune grande instance ne se montre dérangée par ces pratiques, il est normal que Textor continue de les mettre en place. Maintenant, à voir si ce genre de choses vont rester légales encore bien longtemps. Dans tous les cas, cela aura permis au club lyonnais de contourner certaines règles du fair play financier et de la DNCG. Maintenant, si certains transferts sont concernés, tous ne le sont pas, ce qui signifie que les limites entourant le mercato sont toujours en place. Et c'est là que la situation se complexifie. L'hiver dernier, l'OL a dépensé 79 millions pour 7 joueurs via des transferts définitifs ou des prêts payants. Ces dépenses-là étaient en grande partie couvertes par les rentrées d'argent nombreuses, que ce soit les ventes de Loukeba, Barcola, Fèvre ou la séparation avec le L-Reigns et l'Arena. Des sacrifices ont été faits pour régler les problèmes d'injection d'argent sur le moyen terme. Mais l'objectif final étant loin d'être atteint, les dirigeants continuent de jouer avec le feu en investissant massivement pour s'assurer d'une place de Ligue des Champions l'année prochaine. Des investissements qui ne sont pas possibles grâce à des magouilles, mais grâce à des promesses faites aux
instances de contrôle, dont une promesse importante, celle de vendre pour au moins 100 millions avant la fin du mercato estival. Cet été, tu as donc pu commencer en fanfare avec plus de 140 millions investis sur 8 joueurs en comptant les prix avec option d'achat de l'an dernier. Tu as donc investi massivement pour améliorer l'effectif et la contrepartie arrive déjà puisque tu vas devoir vendre au plus vite. Je l'ai déjà dit, mais actuellement tu as 37 joueurs qui composent ton effectif professionnel. Tu as 37 joueurs que tu payes chaque mois plus ou moins grosse somme pour représenter ton écusson et ce nombre va devoir baisser. Une liste de joueurs à dégager avait déjà été créée depuis quelques temps. Dedans tu y retrouvais Sinali Diomandé, un défenseur qui n'aura pas réussi à totalement s'imposer dans l'équipe et dont le potentiel reste intéressant. Mais le club ne semble pas prêt à l'aider à grandir. À 23 ans, il reste un jeune joueur à relancer et je pense que d'ici la fin du mercato, il obtiendra une ou deux offres en dessous des attentes, mais des offres qui pourraient être négociées. Autre central concerné, c'est Dejan Lovren. Que ce soit physiquement ou mentalement, il n'est plus dans le coup et malheureusement, tu lui as offert un contrat long et chargé en salaire. Sa vente est prioritaire pour baisser la masse salariale, ce qui limitera sûrement l'argent proposé dans le deal. Côté latéraux, tu as Saël Koumbedi qui pourrait partir en prêt pour reprendre sa progression. Lui qui a passé la seconde partie sur le banc a montré une vraie force mentale, mais il n'a pas craqué, malgré la situation compliquée. C'est pour ça qu'il mérite qu'un club vienne lui offrir une saison pleine en Ligue 1. Un prêt d'un côté et un transfert de l'autre, et cette fois, c'est Tagliafico qui est concerné. Très honnêtement, il est un joueur en qui je croyais beaucoup, et dont j'ai compris les limites. Aujourd'hui, il est primordial que la page soit tournée, afin de renforcer au plus vite ce poste avec possiblement une recrue. Une situation similaire pour Tolisso, qui lui, en plus, montrait que les blessures n'étaient pas derrière lui. Fragile physiquement et même émotionnellement, j'ai l'impression qu'il sera impossible de le voir partir. Mais pourtant, ce serait bénéfique pour les deux parties, puisqu'il est difficile de le voir gratter du temps de jeu, à moins qu'il ne renverse la hiérarchie. Chez les blessés, il y a aussi Le Penant d'ailleurs, qui lui n'est même pas compté dans cette liste de milieux disponibles. Ses débuts n'ont pas convaincu en interne, et sa blessure est arrivée au pire moment, le privant d'obtenir une opportunité de monter en puissance avec le nouveau coach. Son départ est important pour les deux parties, mais financièrement, tu ne retrouveras pas ton investissement de base sur le joueur. Dans les dossiers compliqués, tu as aussi Akoku, dont le transfert ne faisait aucun sens puisqu'il était une demande d'un coach sortant. Et juste en dessous, tu retrouves aussi le gros dossier Amin Sarr. Chaque été, il devient un problème à gérer durant l'intersaison. Son prêt à Wolfsburg n'aura pas permis de lui trouver une porte de sortie. Et je pense que très peu de clubs viendront aux nouvelles le concernant. Ce qui signifie que son cas se réglera sûrement en fin de mercato, quand son dossier remontera sur la pile de quelques clubs bloqués sur le marché. Au final, il reste seulement 2 joueurs, 2 jeunes du centre. Florent Sanchez trimballé un peu partout en Europe depuis quelques saisons. Lui qui pourtant avait montré de belles choses se retrouve dans une situation très complexe. Et enfin, Ryan Cherki. Donc le cas est assez spécial pour que j'en fasse une vidéo annexe d'ici quelques semaines. Voilà donc la liste des indésirables de l'Olympique Lyonnais, la liste des joueurs que le club a besoin de bazarder afin d'assainir son effectif, ses finances, et ce sont les départs prioritaires afin de lever des fonds qui permettront de combler la promesse faite à la DNCG. Maintenant, si on réfléchit quelques minutes, il est facile de comprendre 2 points importants. Déjà, cette liste n'atteint pas le montant fixé. Il est impossible de tenir la centaine de millions attendus en réussissant à trouver des portes de sortie à tous ces joueurs. Et dans le même temps, il est quasi certain que tous ne partiront pas, que ce soit à cause de propositions financières intéressantes pour un camp ou un autre, des offres de temps de jeu pas suffisantes, des environnements qui ne conviennent pas ou bien simplement pour tenter de se faire une place. Malgré tout, tu peux être sûr que tous les noms de cette liste ne seront pas rayés au 1er septembre. Et cela ne veut dire qu'une chose, d'autres départs seront nécessaires. Bon, si la liste d'avant comprenait des départs importants pour la gestion économique et sportive, pour la cohérence du projet, cette liste-là ressemble surtout à une liste de sacrifices nécessaires pour remonter la pente. Le premier nom sera évidemment celui d'Anthony Lopez, dont les performances ont grandement participé à la baisse de niveau du club. Plus le temps passe, plus les gens ont compris son point faible, et il l'exploite à la perfection, des fois même avec une chance sortie de nulle part. Perry est prêt à passer numéro 1, ce qui signifie qu'un départ de Portugais ne serait pas vraiment illogique. D'ailleurs, tu as Jake O'Brien dont l'éclosion l'an passé est synonyme de mise en valeur, notamment du côté des clubs moyens de Première Ligue, qui s'intéressent à son profil. Il n'est pas exceptionnel, mais sa vente fera un trou à combler qui rendra heureux un joueur comme Mamadou Sarr, et qui est pour moi déjà prêt pour faire partie de la rotation de poste. Sa valeur montée en flèche est clairement une indication que tu ne pourras jamais le vendre aussi cher que cet été, puisque certains de ses défauts flagrants ont été gommés par la situation du club, et les performances bizarres de certains de ses coéquipiers durant la saison. D'ailleurs, c'est déjà le cas puisqu'elle a été vendue à Everton. Et ouais, c'est là que tu comprends que cette vidéo a été écrite il y a quand même un peu de temps. Autre joueur concerné par un possible départ, c'est évidemment le petit prince du Parc Güell, Maxence Cacré, dont la seconde partie de saison nous a rappelé le joueur de football qu'il était quand on l'a découvert. Plus qu'une simple opération financière, c'est l'occasion pour l'OL d'obtenir un chèque pour un joueur qui a besoin de découvrir un nouvel environnement, qui a vraiment besoin de changer d'air afin de reprendre sa progression. Maintenant, à voir si les bonnes opportunités se présenteront et surtout si elles lui feront plaisir et qu'elles seront au bon prix. Encore une fois, il reste 2 noms, Ernest Nuama, jeune Ghanéen dont on a vu les capacités à allumer le feu dans le
de la défense adverse, mais dont on n'a toujours pas vu sa capacité à être juste techniquement ou décisif. Si les bonnes offres se présentent, je ne suis pas sûr que l'OL refusera, et je ne suis même pas sûr que Louis VII continue l'aventure dans ce groupe assez bizarre. Et enfin, Gift Orban, autre Africain cette fois du pays rival, qui pourrait perdre sa place suite à l'arrivée de Mikotadze. On le sait, cette saison sera la dernière de la Lacazette à l'OL, il risque de la commencer tard au vu des JO qu'il est en train de faire, et cela signifie donc une nouvelle chance de convaincre pour le Nigérien, qui aura du temps de jeu. Lui qui surperformait depuis 2 saisons est tombé de haut, tout le monde a vu les problèmes techniques que je soulignais dans ma vidéo sur lui, tout le monde a compris que son plafond était quasiment atteint et qu'il était difficile de le voir être plus juste techniquement, mais sa finition pourrait lui offrir une place dans cette équipe. Reste à voir comment se passera sa préparation. Voilà donc les deux listes unifiées des joueurs qui doivent ou bien qui pourraient partir cet été. Avec ça, l'effectif passerait en dessous des 30 joueurs, il se rapprocherait des 25 avec seulement 1 ou 2 recrues supplémentaires nécessaires et c'est une excellente chose. Personnellement, j'ai des doutes quand je regarde la stratégie de l'OL. En plus des investissements massifs pour obtenir des résultats sur le court moyen terme, la confiance accordée à Pierre Sage pose question selon moi. Plus que simplement trouver le schéma qui mettra ses joueurs en valeur, le coach des Gaunes va devoir réussir à relancer mentalement la machine chez pas mal de joueurs qui semblent perdus, en proie au doute ou encore en apprentissage du monde professionnel. Avoir gardé Lacazette est pour moi une excellente chose dans ce sens-là, puisqu'il sera le capitaine, le leader, le phare de cette équipe souvent perdue quand les résultats sont nécessaires. Le travail de Sage jusque-là est bon, vraiment bon mais pas parfait. Et si j'ai des doutes, ce n'est pas pour être à contre-courant de ceux qui le suivent, mais simplement pour mettre en avant le travail qui l'attend. L'OL doit redevenir un grand club. L'objectif de la saison, en plus de faire un beau parcours en Europe, sera évidemment la qualification en Ligue des Champions, et personnellement, je pense que pour l'instant, cet objectif n'est pas à la portée de cette équipe. Et j'espère que Pierre Sage réussira à m'enlever les doutes après le début de saison que je suivrai de près, ce qui me permettra de reparler d'un club qui se doit de viser le sommet. Bref, c'était une petite vidéo sans prétention sur l'Olympique Lyonnais, j'espère que vous avez apprécié, à la prochaine, ciao.